Cette semaine, c'est avec Marc et Sébastien que nous allons passer un petit peu de temps et parler technologie pour le 128e épisode des Technos. Et en bon informaticien qu'ils sont, ils me faisaient remarquer que 128, c'était 2 exposants 7. Et c'est pas que 2 exposants 7, il y a plein d'autres raisons de se réjouir pour un informaticien digne de ce nom. Il y a ici Marc, salut Marc, de ce côté-ci Sébastien, Hello. Salut Sébastien. Pourquoi y a-t-il encore des raisons de se réjouir jouons avec les chiffres, qui s'y colle vite fait. Hein, Marc ? Ouais, il y a moyen de dire raison de se réjouir. Effectivement, 2 exposants 7, ça m'étonne qu'on ne l'ait pas plus mis en avant. Après tout, c'est un podcast techno, donc youpi, 2 exposants 7, c'est quand même relativement... Voilà, ça arrive pas Qu'est-ce trop qu'on souvent. se tape sur les quiz pour préparer ces podcasts ? C'est le numéro qu'on devait faire. Ravage. C'est le numéro qu'on devait faire, nous deux en tout cas. Et également, un autre truc où on devrait être aussi, c'est le 14 juillet à 2h40 du matin, il y a la 15 milliards partie. D'accord. Parce qu'on arrive au timestamp 15 milliards. Voilà. C'est-à-dire 15 milliards de secondes depuis le 1er janvier-septembre, le fameux timestamp époque, le fameux timestamp Linux. Voilà, que l'on retrouve. C'est quelque chose de rarissime. Le prochain timestamp rond, c'est en 2033. Ok, d'accord. Il n'y a pas un truc à mais faire. casse pas beaucoup comme ça, quoi, franchement. Ah non, mais moi je suis BA. Il n'y a pas un truc avec du binaire aussi, c'est pas. Enfin, bon, bref, on trouvera bien quelque chose à l'occasion. Jouons avec les chiffres. Si vous avez vous aussi des chiffres à partager avec nous, n'hésitez pas. Des chiffres un peu magiques, hein, soyons clairs. N'hésitez pas à nous le faire savoir. 69 est un bon chiffre magique. Oui, ça m'étonnait aussi que ces 2 zigotones me sortent non, c'est pas moi. S'il te plaît bien. 128e épisode, on se termine tout doucement cette 3e saison des Technos. On a déjà enregistré tous les hors-séries pour cet été, avec vos questions, vos remarques, vos suggestions. Tout ça est déjà dans la boîte. S'il vous reste des questions et des suggestions, n'hésitez pas à les faire. On les traitera, mais bien plus tard dans l'année, puisque l'été 2018. Peut-être pas l'été 2018, mais en tout cas à la rentrée de septembre, quelque part par là, le temps de préparer également les réponses. Donc vos questions restent évidemment toujours les bienvenues. Puisqu'on en parle, on peut aborder quelques instants le courrier des auditeurs. Vous étiez plusieurs à nous envoyer des informations, des sujets. Ça a été répondu pour le plus gros en tout cas par les uns et les autres que ce soit sur Facebook, sur YouTube, en commentaire également à gauche à droite. J'en ai quand même épinglé quelques-uns, enfin en tout cas 2, comme celui de l'avis d'un auditeur. Alors du coup c'est écrit petit, je me suis fait du mal pour le coup. En tout cas, c'est sur iTunes. Il n'y en a pas si souvent que ça, des commentaires sur iTunes. Autant le signaler. Là, c'est sur le flux, que je ne dise pas de bêtises, des épisodes hebdomadaires. Parce qu'il y a plusieurs flux de podcasts sur iTunes concernant les technos. Et voilà, c'est quelqu'un qui nous dit plein de bien, qui est très content et qui nous a mis 5 étoiles. Merci beaucoup. Un autre message nous a été envoyé concernant Firefox et Opera. Et apporter quelques précisions s'agissant également du VPN qui est intégré dans Opera. Vous irez lire ça, c'est sur YouTube. Je ne sais pas si quelqu'un voulait apporter une précision ou un commentaire par rapport justement à ce commentaire du cousin Hubert, puisque c'est son nom. Il y aura un sujet même sur Firefox, donc je ne vais pas spoiler tout le numéro. Tout le bazar, effectivement. Donc tout ça pour vous dire qu'on lit vos commentaires, on en tient compte. On essaye d'introduire de temps en temps des sujets également, même dans les épisodes quand vous le suggérez ou quand vous épinglez quelque chose ou un manquement éventuel qu'on aurait pu avoir sur un épisode précédent, on le note également, mais on ne peut pas parler de tout évidemment en début de chaque épisode, donc c'était juste pour faire pour l'anecdote en quelque sorte. Bon, on peut commencer notre abécédaire classique si vous le voulez bien. Juste avant de commencer, je tiens à vous signaler que nous enregistrons ce podcast par 40 degrés à l'ombre. Il fait un petit peu chaud pour l'instant sur Bruxelles et ses alentours. Et donc, il est possible que vous entendiez des bruits de bouteilles ou des bruits de ventilateurs ou des bruits de glaçons, que sais-je encore. C'est tout à fait possible, c'est même probable. Des évanouissements. Des évanouissements aussi. Si vous entendez bonk, c'est quelqu'un qui tombe, parce que Sébastien, par exemple, il a l'air il a l'air super bien comme ça, mais en fait, il souffre
toi le martyr. Il faut savoir que ces deux-ci, je pense, je sais pas, Sébastien, si tu étais dans le grenier, toi, non Non, c'est moi dans le grenier. Ouais, c'est Marc est dans un grenier, donc déjà, bonjour les Mais j'ai ouvert des fenêtres, je suis quand même pas malade, j'en ai ouvert deux. Si vous entendez des bruits de pigeons, de trucs comme ça, voilà, ça viendra de chez moi. Désolé, mais je ferme pas. Toute la pièce est fermée. Sans ventilateur. Ça va être compliqué. Allez, sans eau pendant 40 jours. On peut commencer notre abécédaire. La lettre A comme Apple, et c'est à Marc que j'ai passé la parole. Apple voudrait tuer le JPEG manifestement et le remplacer par autre chose, mais quoi donc tuer le JPEG, c'est vite dit, parce que le JPEG, c'est quand même un truc qui a une trentaine d'années. Le JPEG, pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est un format d'image, un des 3 grands formats d'image qu'on utilise sur nos machines, sur nos smartphones, sur le web, un peu partout. C'est quasi le format d'image le plus populaire, en tout cas, c'est celui qui est utilisé par même tous les logiciels photo, que ce soit Photoshop, que ce soit Paint, enfin n'importe quel logiciel photo qui se respecte utilise le JPEG. Parce qu'il a quand même pas mal d'avantages. Premièrement, il est reconnu partout. Deuxièmement, il a d'excellentes capacités au niveau de la compression. Donc, ça veut dire qu'il est capable d'obtenir des tailles extrêmement petites tout en préservant une qualité relativement satisfaisante. Mais le JPEG pas mal de formats ont tenté de détrôner le JPEG, n'y ont jamais réussi. Donc ici, dire que le JPEG est en passe d'être détrôné, c'est un peu rapide. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la boîte derrière qui veut expérimenter un peu quelque chose, c'est Apple. Or, Apple a quand même déjà quelques cadavres à son tableau de chasse, et pas des moindres. La disquette. Oui. Apple a tué la disquette à l'époque. Apple a quand même pas mal contribué à la suppression du lecteur CD, DVD, Blu-ray. Apple a plus récemment porté quand même un gros coup au port USB classique. Et il ne faut pas oublier que Apple a eu raison quand même de Flash aussi. Oui, et aussi un tout petit peu, pour l'instant en tout cas, de la mini jack 3.5. Oui, bon, on va dire que, franchement, parce que ils ont quand même continué à l'utiliser. Ouais. Les derniers iPads qui ont été annoncés il y a 2-3 semaines ont toujours un port jack. Mais tout ça pour dire, et c'était un peu ça l'idée, qu'ils n'ont pas, ça ne les gêne pas, entre guillemets, de dire ça c'est peut-être un standard pour vous, ça l'est plus pour nous. Alors, ça ne les gêne pas, effectivement, mais ils commencent avec des pincettes dans la mesure où le nouveau format qu'ils vont implémenter, qui va être le format par défaut dans iOS 11, qui s'appelle le HEIF, pour... où est-ce que j'ai trouvé le nom de ce truc? Parce qu'en plus, c'est à coucher dehors. C'est High Efficiency Image File Format. Ça va être super, ça. Tu veux me passer ton HEIF? Tu m'envoies ton HEIF? Ton EIF. Oui, EIF. Voilà, c'est un peu... Non. Oui, non. Non. Sinon, on pourra dire ISO IEC 2300812. C'est moins sexy, mais c'est voilà. Moi, je te vois bien lancer ça dans le bureau, tiens. Total, oui. Alors, pourquoi EIF ou ISO machin chouette? Tout simplement parce que par rapport au JPEG, il a quand même quelques avantages. Comme par exemple le fait de pouvoir enregistrer dans un seul fichier l'image, la miniature et les métadonnées, donc tout ce qui est les EXIF, etc. De pouvoir combiner dans un même fichier vidéo et image fixe, d'être animable, donc autrement dit on peut avoir du HEIF animé et du HEIF statique, de gérer parfaitement l'alpha channel, ce que le JPEG actuel ne fait pas, de stocker toute une série d'informations propres à la photo, mais pas la photo au niveau ce que le EXIF stocke d'habitude, mais vraiment les cinémagraphes, les rafales, les mises au point, l'exposition, donc vraiment tout ce qui touche vraiment aux paramètres de la photo, aux paramètres de prise de vue. Ça a également la possibilité de mettre dans un seul conteneur les données et les fichiers bruts relatifs à une prise de vue donnée, donc autrement dit, là, ça concurrence directement le RAW, et ça va permettre à terme également, parce qu'il y a différentes révisions, de stocker des données relatives aux profondeurs de champ. Donc, ce qui permettra effectivement, avec plusieurs focales stockées en même temps, de pouvoir avoir en une seule image plusieurs prises, comme ce que faisait à l'époque le Litro, par exemple, on se rappelle, cette caméra. Et en plus, on va pouvoir mettre des informations audio. Donc, grosso modo, c'est comme si on avait pris un format universel comme le MKV, qui est un gros conteneur où on peut taper n'importe quoi, avec différents codecs, différents types de protocoles qui sont utilisés pour stacker toutes les informations dans le conteneur, et qu'on avait traduit ça dans un format d'image original.
final. On a l'impression de se trouver devant un nouveau format, mais qui est relativement proche de ce qu'on fait en matière de vidéo, par exemple. Exactement, c'est pour ça que je dis que c'est un pendant du MKV. Oui, d'ailleurs, si je peux me permettre, tu fais la relation de manière extrêmement, je vais dire, judicieuse, parce que le format, même si on aurait pu croire ici qu'il venait d'Apple, il vient pas d'Apple, hein, il vient de la Moving Picture Expert Group, de la fondation MPEG. Donc ça vient d'une fondation qui est spécialisée justement dans la vidéo. Et alors, petit truc aussi, le fichier, il ne se rappellera pas un point HEIF, mais un point HEIC. D'accord. Pour conteneur, le C pour conteneur, absolument. Et il faut savoir au niveau vidéo, comme Seb l'a dit, effectivement, ça vient de la Motion Picture Group. La Motion Picture, oui, c'est ça, le MPG, c'est ça. Le codec qui a été retenu pour animer, pour dynamiser toute la compression du format, c'est le codec HEVC, qui est déjà très connu aujourd'hui dans les formats H264 et H265, à savoir les formats qui sont utilisés pour le 1080 et pour la 4K. La 4K, oui. Ok, bon, pourquoi pas finalement. De là, c'est vrai, à tuer le JPEG, il y a quand même une grande marge. Hein, d'autres ont essayé. D'autres ont essayé. Beaucoup ont essayé et ils n'ont pas réussi. Non, mais ceci dit, ce format peut toujours avoir sa raison d'être malgré tout, en parallèle du reste. Ça aura probablement un certain succès chez les photographes parce que ça apporte et tous les professionnels de l'image, parce que ça apporte effectivement toute une panoplie d'outils qui sont fort appréciés dans le domaine. Ouais. Alors donc on le répète, pour l'instant, ça sera utilisé et utilisable uniquement dans iOS 11, même si Apple, on peut s'en douter, va vite adopter le format en tant que tel dans macOS, une prochaine release. Ouais. Et donc voilà, le Mac restant quand même une plateforme de choix pour tout ce qui est infographie, traitement photo, traitement vidéo. C'est logique. À suivre, comme on dit dans ces cas-là, puis il faut voir aussi si les autres acteurs du marché vont suivre. Je pense à Adobe, par exemple, qui quand même, si Adobe met le doigt dessus avec son Photoshop et autres, il y a beaucoup de chances que ça décolle un petit peu plus, effectivement. Ok, on reste à la lettre A comme Apple, et on reste avec Marc pour parler d'une simple rumeur, mais le genre de rumeur qui, à l'heure actuelle, avec la vitesse à laquelle l'information circule, peut faire perdre beaucoup d'argent, beaucoup de dollars, justement, à Apple. Ouais, la rumeur en question, en fait, elle tourne autour d'un conflit entre Apple et un de ses fournisseurs, Qualcomm, puisque jusqu'à la génération actuelle, Qualcomm était un des principaux fournisseurs de pièces et de chipsets pour Apple, pour tout ce qui était la partie communication des iPhones. Donc les modems qui étaient embarqués dans les iPhone S, 7S, 7S Plus, etc., étaient fournis par Qualcomm. Mais suite à un différend, déjà sur cette génération-ci, Apple avait commencé à se tourner vers un autre fournisseur, et pas n'importe lequel, à savoir Intel. Or, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Intel accuse un retard technologique vis-à-vis de Qualcomm, et ça avait déjà, à l'époque, provoqué un mini-scandale quand on avait pu démontrer que les iPhone 7 et les iPhone 7S qui embarquaient les modems Intel n'étaient pas capables d'atteindre en 4G les vitesses que proposait la même version en Qualcomm. Donc, ici, Qualcomm fournit un modem qui est capable d'atteindre jusqu'à 1 gigabits seconde. C'est pas le cas aujourd'hui pour Intel. Le jour où Intel aura rattrapé son retard technologique, ce sera pas tout de suite. Donc autrement dit, les puces qui seront utilisées pour la prochaine génération d'iPhone à sortir dans pas longtemps seront dans un premier temps des puces Qualcomm, mais qui seront bridées. D'accord. Pour ne pas justement désavantager l'un ou l'autre chipset une fois que le shift aura été fait et que Intel aura rattrapé son retard. C'est un comble quand même. C'est un comble. Et alors c'est quelque chose qui aurait pu faire passer sous le tapis et vraiment n'intéresser que les spécialistes. Mais le problème, c'est que il y a d'autres choses qui se sont passées côté boursier en début de semaine. Il y a eu un gros coup de froid pour quelques valeurs phares du secteur technologique. Alors, sans rentrer dans le détail, mais le Dow Jones a perdu un peu de plume. Le Nasdaq, qui est la cotation boursière de toutes les valeurs technologiques aussi. Et cette baisse a entraîné en cascade d'autres baisses. Google, Alphabet, c'est un peu cassé la gueule. Amazon aussi. Microsoft a un peu mordu. Apple a beaucoup mordu. Et Apple a beaucoup mordu. Apple a perdu entre 2,5 et 3%. Seulement à l'échelle de la capitalisation boursière d'Apple, qui est quand même aujourd'hui, on le rappelle, quasi 1000 milliards de dollars, ça fait 50 milliards qui ont été partis. En quelques jours, la capitalisation boursière de Apple a perdu 50 milliards. C'est rattrapable.
Oui, pour eux, c'est rattrapable, parce que quand tu regardes les chiffres en tant que tels, ils ont perdu quoi ? 4% et demi, 5%. C'est rattrapable, ils vont probablement le recapitaliser. Mais ça donne quand même une idée assez précise de ce qu'une petite rumeur peut faire comme dégâts. Comme effet et comme dégâts, ça pourrait donner de mauvaises idées à certaines personnes en plus, en voyant les résultats que ça donne. Voilà pour les explications. Si vous aviez vu ce titre passer, effectivement, parce que évidemment la presse traditionnelle, dès que ça parle de milliards de dollars, en fait des louches. Voilà maintenant l'explication, on la connaît. On va passer chez Seb et rester toujours à la lettre A comme Apple, Seb, pour parler d'Apple Car, qui est la mère de tous les projets d'intelligence artificielle. Oui, la merde, oui. C'était presque volontaire. C'est en le disant, je me suis dit, tiens, ça va faire un chouette jeu de mots. Quelqu'un va relever. Bah oui. Cubignol va relever. Sans doute, oui. Bonjour, Cubignol. Et pour ceux qui n'ont pas compris, Cubignol, c'est un de nos auditeurs qui poste très souvent des commentaires sur YouTube. Voilà. Merci de préciser. Oui. Et donc, ici, c'est une interview qu'a donnée Tim Cook il y a quelques jours en parlant effectivement longuement de tout ce qui est Apple Car. Et donc on pensait le projet mort et enterré, mais je sais plus comment il s'appelait ce projet, Titan, voilà. Le projet Titan mort et enterré, en tout cas c'était dans les dernières rumeurs, et Tim Cook a reconfirmé que ce projet existait et que ce projet était important pour Apple parce que c'était stratégiquement important pour eux d'être dans le milieu des voitures, car c'était une période de révolution au niveau intelligence artificielle pour évidemment faire rouler la voiture, mais aussi évidemment à l'intérieur de tout ce qu'on peut proposer dans la voiture, etc., etc. Donc c'est vraiment, ils considèrent que c'est pour eux une source importante de croissance, en tout cas de développement. Mais à demi-mot, ils confirment que eux ne vont pas sortir de voiture, mais eux se concentreraient uniquement sur le système. Pour créer des véhicules autonomes. Ici, pour le moment, ils travaillent avec Lexus, mais ça ne veut pas dire, j'arrête, que ce sera avec Lexus pour plus tard, mais voilà. Donc, il y a un truc qui va sortir, mais ce n'est pas encore pour demain. Ce qui est génial avec Tim Cook, c'est que quand le marché ou même les utilisateurs disent « Oh, on dirait que Apple se désintéresse de telle ou telle chose », c'est arrivé avec le MacBook, c'est arrivé avec le Mac, etc. Tout d'un coup, Tim Cook sort et dit « Non, nous, c'est important ». Mais j'ai l'impression que tout reste important chez Apple, malgré tout, malgré ce que tout le monde dit et les rumeurs et d'abandon de telle et telle chose, finalement tout l'écosystème Apple manifestement semble satisfaire son CEO, quoi, si je dis pas de bêtises. Ouais. La différence peut-être avec son précédent CEO, c'est que le secret sur les projets était mieux gardé. Oui. Et donc ici, tu entends parler de l'Apple Car depuis des années, et à un certain moment, tu te demandes si c'est juste un fantasme ou s'il y a vraiment des ingénieurs qui travaillent dessus. Oui, parce qu'on a même parlé de la construction d'une usine en Allemagne, on a parlé d'un tas de trucs au sujet de l'Apple Car. Oui, mais ils ont eu des trucs, hein. Ils ont pas d'usine, mais ils ont eu des permis pour tester les véhicules autonomes, donc ils ont toute une série de trucs. Ils ont une série d'ingénieurs, mais le problème c'est que les projets, le secret étant nettement moins bien gardé aujourd'hui qu'à l'époque, et c'est pas la faute à Tim Cook, hein. Le monde a beaucoup évolué aussi, avec beaucoup plus d'interactions, avec plus d'intermédiaires. Ils ont beaucoup plus d'employés aussi certainement. Plus d'employés et plus de fournisseurs, donc voilà, il y a des trucs qui fuitent, et donc après évidemment on se pose plus de questions. Donc je ne jetterai pas la pierre là-dessus, il doit gérer d'une manière différente que son prédécesseur. Marc avait quelque chose à dire. Ouais, mais moi justement je voulais juste rebondir sur l'histoire du secret, du sens du secret qui est vraiment en train de foutre le camp chez Apple. C'est le cas ailleurs aussi, mais c'est quand même symptomatique chez Apple que systématiquement, depuis 3 générations maintenant, l'iPhone, le jour où il est annoncé, on le connaît déjà par cœur dans tous les sens. Oui. Et effectivement, maintenant, on commence à avoir de plus en plus de fuites qui se font sur l'iPhone 8, l'iPhone 8S ou la nouvelle génération, et quasi, voilà, j'ai encore vu passer une liste de specs archi complète avec la recharge sans fil, le dos en verre, le capteur à tel endroit. Ça devient... Il y avait avant une anticipation, il y avait des rumeurs, il y avait une anticipation, il y avait une excitation qui montait au fur et à mesure qu'on s'approchait des grands moments où les nouveaux line-up étaient annoncés. Aujourd'hui, voilà, ça a
ça a cassé aussi l'impact que ce genre d'annonce peut avoir sur le marché. On dit souvent qu'on n'est plus dans la révolution, mais dans l'évolution, et en même temps, le fait de tout savoir à l'avance, quand il y a une présentation, un keynote, par exemple, ça n'aide pas à entretenir la magie, si on peut appeler ça comme ça. C'est comme la surprise d'anniversaire. Voilà, c'est ça. Tu vois, si tu sais qu'il y a une soirée, il y a une cerise sur le gâteau. Une fois que tu le sais, t'as plus de surprise. Il y a la cerise sur le gâteau. Voilà. Bon, ça suffit maintenant. On en a fini, je pense, avec la lettre A comme Apple. On peut passer à B. B comme Bidule, une marque bien connue, la marque favorite de Seb et de Marc. Bitonio, moi je mettais Bitonio, mais ici c'est Marc. C'est Marc qui a marqué le titre, mais c'est pourtant bien toi, Sébastien, qui va nous parler de gadgets de Bitonio qui seront à louer et non plus à vendre. Oui, mon petit Bitonio. Et donc, ici, c'est un truc qui, malheureusement, et de nouveau, se passe aux États-Unis, mais c'est quelque chose qui, je trouvais l'idée assez bonne, et peut-être qu'on aura la chance d'avoir ce genre de projet en Europe aussi dans les prochaines années. Et c'est Best Buy qui a l'initiative de ça, et qui est parti du principe que les gens maintenant veulent acheter plein de matériel, mais le problème, c'est que ils n'ont pas forcément toujours la possibilité de le tester et donc après d'être satisfaits de ce qu'ils vont acheter. Genre, si tu veux acheter un nouveau smartphone, un nouveau drone, une nouvelle télé, c'est un budget important. Oui. Si tu es déçu après d'avoir claqué 1 000 €, ça, c'est pas bon pour la chaîne chez qui tu l'as acheté, même s'ils en sont pas responsables, mais ça donne une mauvaise image. Et donc, ils sont partis sur un truc très simple, c'est que maintenant, ils vont proposer un système de location de gadgets. Donc tu vas pouvoir louer ta montre connectée, ton smartphone, le drone apparemment non, et pourtant la boîte qui est derrière le fait, mais un peu tout ce qui est technologique ultra tendance et ultra cher pour vérifier que ça va bien chez toi, ta barre de son, tout ça va être louable. Ouais, c'est pas une toute première parce que il me semble qu'il y a une enseigne en France qui le fait déjà. Quand tu dis que c'est déjà aux États-Unis, je pense qu'en Europe ça se fait déjà, en France en particulier, parce que il me semble avoir vu ça ou lu ça dans un article où il était possible effectivement de louer tout son système audiovisuel à la maison, la télévision, même la console de jeux vidéo, etc. Et ça arrangeait bien les jeunes qui commençaient dans la vie professionnelle parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent à mettre d'un coup, que bien souvent ils avaient des contrats à durée déterminée au début, donc qui ne voulaient pas se mettre un éléphant sur le dos à investir dans beaucoup de matériel. Et puis en troisième position, qu'ils voulaient toujours avoir le top du matériel existant et que donc comme ça ils pouvaient par effet de roulement toujours avoir la meilleure télé, le meilleur système de son. Alors t'es pas vraiment sur les systèmes de location, t'es plutôt sur du leasing, on va dire, où tu vas garder ton truc. C'est une forme de leasing. Ici c'est vraiment de la location courte durée, tu vas prendre le téléphone pendant une semaine et tu le rends et tu vas l'acheter parce qu'il te plaît. Donc t'es vraiment pas sur quelque chose pour le garder, tu l'essayes. Comme nous on a la chance de le faire, parfois pour ce podcast, c'est assez rare, mais en général, ça se fait dans le milieu presse d'avoir du matériel à prêter et de le renvoyer après. De moins en moins souvent, mais bon. De moins en moins souvent, mais c'était comme ça en tout cas à l'époque. Les gens qui testent des voitures, je vous assure, ils les achètent pas toutes. Non, la Tesla par exemple, elle n'est pas dans mon garage. Ça, voilà. Alors ici, c'est pas Best Buy qui le fait, c'est une petite boîte derrière qui est le nom dont, merde, je l'ai plus souligné. On s'en fout, mais au final, et cette société n'est pas européenne, c'est juste une boîte américaine. Et c'est Lumoid, voilà, je recherchais le nom. Lumoid, sur lequel vous pouvez aller louer aussi séparément vos gadgets, mais via Best Buy, ils auront un meilleur prix que ce qu'ils pouvaient avoir sur Lumoid. Donc, et c'est vraiment intégré dans tout process d'achat. Donc à un moment où tu es dans ton petit panier, tu dis non, tu veux l'acheter, non, je vais le louer, et t'es parti avec ta nouvelle caméra ou que sais-je. C'est plutôt malin quelque part, effectivement, mais là c'est pas compliqué en fait, c'est juste une question de logistique. Oui, parce que finalement c'est exactement la même chose que quand on achète quelque chose, c'est que le retour, quand on n'en a pas l'usage ou que ça ne correspondait pas à ce qu'on voulait, on a des lois d'ailleurs pour ça en Europe, où on a le droit de renvoyer le matériel et de se faire rembourser. Alors, en e-commerce, uniquement quand c'est en particulier. Donc, un achat en professionnel, t'as pas le droit. Oui, c'est ça. Et alors, tu peux avoir aussi ce genre de garantie, en Belgique en tout cas, en magasin, à partir du moment où tu as reçu un conseil.
Donc si tu arrives et que tu demandes dans un magasin c'est quoi la meilleure télé qui va aller chez moi, que le mec il te dit bah c'est celle-là parce que ça, là ils ont une certaine obligation parce qu'ils ont eu un conseil de pouvoir te faire un échange. C'est pas toi qui as dit je rentre, c'est ça que je veux. Mais est-ce qu'on n'est pas aussi sous le coup des lois qui concernent la vente par correspondance, c'est que du coup on a un droit de restitution dans un délai de 15 jours ou quelque chose comme ça? C'est beaucoup plus court. La plupart des marques te donnent plus, mais et ils étendent plus à plus de marques parce qu'ils savent difficilement prouver qu'ils t'ont ou pas donné le conseil. Ouais. Mais c'est 7 jours de mémoire uniquement sur ici, effectivement, l'idée, c'est de rendre les choses, parce que là, la logistique, elle existe, tu viens de le dire, c'est de rendre les choses encore plus claires, dire, voilà, vous voulez l'acheter ou l'essayer avec la possibilité de l'acheter en bout de course. Et finalement, c'est super malin. C'est les mêmes appareils qui tournent. Hein. Donc, c'est le smartphone que le précédent utilisait, qu'on réinitialise, qu'on passe. Hein, donc c'est plutôt malin. Oui. Je crois que Marc avait levé son index droit, gauche. Oui, moi, je voulais juste rebondir là-dessus. C'est pas vraiment sur le même concept dans le genre où ce n'est pas de la location, mais je voulais relever une petite info. Je vois qu'on l'a pas fait passer, mais je pense que c'est quand même suffisamment symptomatique et ça risque de faire plaisir à beaucoup de geeks en Belgique, en tout cas, et peut-être en France plus tard. Alors, on précise tout de suite, on ne fait pas de pub pour eux, pas du tout, même si on est des fidèles utilisateurs et des fidèles clients chez eux, mais Coolblue, qui est un des plus gros distributeurs tech et un des magasins préférés de tous les gens qui aiment casser leur portefeuille pour s'acheter les derniers gadgets à la mode, ils ont viré francophone. Oui. Ils ont ouvert leur site en français. C'est déjà fait ça ? Je pensais que ça c'était... Si, ça commence. Et donc, voilà, petite info. Tous ceux qui étaient encore rebutés par le fait que le site n'était disponible que dans la langue de Wendel, maintenant, c'est disponible en français. Il y a encore des petits morceaux qui manquent, mais ça va être régularisé. Et je pense qu'il est même prévu d'ouvrir des magasins physiques en Wallonie. D'accord. Bon, ben voilà pour la petite parenthèse. Ceci étant dit, chaque fois que je vais voir sur Coolblue, ils sont toujours plus chers qu'ailleurs. Donc, pour l'instant, ils ont un petit problème à ce niveau-là, au niveau des prix. À un moment donné, ils étaient assez agressifs, et là, pour l'instant, je suis désolé de le dire. Mais c'est pour Non, mais je suis d'accord, mais Coolblue, l'avantage, c'est la logistique. Oui, bon. Il y en a d'autres. On va pas faire un débat là-dessus maintenant. Moi, je suis très content d'Amazon. Il faut tous les citer maintenant. Amazon, etc. Brandenburg, etc. Non, on peut y aller. La Fnac aussi. Pardon ? Qui a dit quoi ? Non, je ne citerai plus rien. Allez, on passe à la suite, si vous voulez bien. La lettre F. F comme Firefox, Sébastien. On va parler de Firefox 54. Le Saint Sauveur est arrivé. Tu sous-titrais la news. Voilà, parce que c'est important. Mm-hmm. Il est bien le 54. Je n'ai pas encore pu l'installer, il n'est pas encore dispo sur ma distribution. S'il vous plaît, les gars, passez le 54 sur ma Fedora. S'il vous plaît. Pourquoi ? Parce que le 54 est justement incorpore le moteur dont faisait référence le commentaire de notre petit auditeur au tout début. Bon, s'il vous plaît. On ne sait pas s'il est petit. On ne sait pas s'il est petit. Je veux dire. Le commentaire, il était petit. Le commentaire était petit, mais l'auditeur, peut-être pas. Peut-être pas. Ça me rappelle plein d'histoires. J'ai vu une seule fois un auditeur comme ça, et le mec il faisait 1 mètre de large et 3 mètres de haut au moins. Et quand il vous regarde en haut et qu'il vous dit c'est toi machin truc muche, je vous assure qu'à 3 cm de visage, la première fois vous rigolez pas. Parce que c'est très amusant. Vous nous connaissez tous. Oui, mais nous on ne vous connaît pas. Mais nous on vous a jamais vu. Vas-y, continue. Firefox. Donc, Firefox 54 effectivement a le nouveau moteur multiprocess qui, en plus de faire du multiprocess, réduit de manière assez drastique l'utilisation mémoire de Firefox. Et si sur la plupart des plateformes, en tout cas, y compris même sous Windows, je revois les chartes, que ce soit Windows, Mac OS X ou Ubuntu, utilisent moins de mémoire que Chrome, que Internet Explorer, etc. Donc les gars, ils ont dépoté leur truc. Et le nouveau moteur, en quoi c'est important, c'est qu'aujourd'hui, quand vous prenez un Firefox avant 54, le moteur utilise un thread global pour tout le rendu de toutes les pages. Et bien, à partir du 54, ils font comme Chrome, chaque page a son thread. D'accord. Et donc, chaque page a son processus. Et donc, s'il y a une page qui est en train de prendre tout le processeur qu'elle pourrait éventuellement avoir, eh bien, une autre page à un autre bout du processeur. Donc maintenant, on a des processeurs avec plein de cœurs, ça tombe sous le sens qu'on ait ce genre d'optimisation dessus. Donc voilà, ça y est, alléluia. Merci Firefox. C'est une optimisation en termes de vitesse, d'affichage, etc. Mais pour la machine, ça la fait plutôt souffrir, non ? Ça prend plus de ressources au niveau tu le disais, au niveau des cœurs, me semble-t-il.
Non, enfin, je veux dire, aujourd'hui, nos machines ont plutôt tendance à avoir beaucoup de cœurs, mais on n'augmente pas en fréquence. Donc, si tu prends un cœur et que tu le fais souffrir à fond, c'est pas forcément mieux que d'avoir 3-4 cœurs qui sont utilisés, mais à une cadence plus basse. Donc, c'est pas que nos processeurs, en tout cas de laptop, de mémoire, Marc pourra me contredire, mais de mémoire ne sont pas prévus comme sur les téléphones à pouvoir changer de fréquence individuellement. C'est-à-dire que sur les Samsung, il y avait un certain nombre de processeurs, de cœurs qui pouvaient baisser de fréquence et pas les autres. Je pense pas que dans les processeurs Intel, ils s'amusent à avoir un cœur qui est à 2 Go et l'autre à 3. Donc, c'est mieux que ce soit mieux réparti. Marque tes lumières. Pas que je sache. Non, effectivement, je me trompe peut-être, mais je pense pas que ça soit déjà quelque chose d'application. Maintenant, on pourrait éventuellement se replonger dans les docs et les specs des processeurs. J'avoue que j'ai un peu largué le truc depuis quelques années. Je me contente d'acheter un CPU, c'est tout. Mais tu penses comme moi que en desktop, il reste à la même fréquence tous en même temps? Je pense. Par contre, il me semblait avoir vu passer un truc dans ce sens à propos du Ryzen, mais encore une fois, on ne s'est pas plongé en détail dans les specs du truc. Oui, mais le Ryzen, il arrive avec 200 000 cœurs et c'est un monstre de performance, quoi. Oui, donc là, on peut ouvrir des pages. Mais sérieusement, je sais plus, c'est 32 ou 64 cœurs, hein, donc là, on rigole plus. Hein. C'est clair. C'est du processeur desktop. AMD est en train de faire un truc assez incroyable. Ouais. Ils t'amènent des processeurs desktop qui sont plus puissants quasi que les plus gros processeurs de serveurs que proposait Intel. Hein. Ils te mettent des monstres. Oui, c'est plus gros qu'un Xeon, effectivement. Et si je peux vous donner, pour compléter l'information, si vous allez sur YouTube, il y a plein de garçons qui font de la vidéo et qui montent leur propre machine sur base de ce processeur-là spécifiquement pour montrer, regardez ma machine, avec celle-là, je vais pouvoir monter de la 4K. J'ai encore regardé une vidéo pas plus tard qu'aujourd'hui où aux alentours de 1 000 €, le garçon se fasse fabriquer une machine relativement performante, on va dire, qui lui permettra sans doute d'éditer de la vidéo en 4K. Bon, fin de la parenthèse, passons à la suite et accélérons peut-être un tout petit peu le mouvement. Passons à la lettre G. G comme Google, Marc, pour parler de Google qui annonce son Android Excellence Programme. Ouais, façon originale et correcte de dire que grosso modo ils ont copié ce que Apple a annoncé à la dernière WWDC quand ils ont dit qu'ils comptaient mettre en place des nouveaux moyens de mise en avant des applications les plus méritantes au travers d'une sélection manuelle qui est faite par une équipe spécialement dédiée. Ben voilà, grosso modo, Google a dit c'est pas une mauvaise idée de faire la même chose. Et donc effectivement, le Android Excellence est un palmarès qui ne comprend que des applications qui sont sélectionnées à la main par une équipe éditoriale interne à Google qui donc se charge de faire de la sélection et le classement. Alors, pour l'instant, il y a 2 catégories. Il y a les applications et les jeux. Il faut savoir que le palmarès sera remis à jour tous les trimestres. Alors, au niveau des jeux, je suis très mal placé pour vous dire quels sont les jeux qui sont repris dedans, vu que j'en connais aucun, à part jouer un truc Pac-Man, mais c'est tout. Donc, on joue encore à Pac-Man, scoop. Par contre, au niveau des applications, j'en connais là quand même un petit paquet. Alors, Vivino, l'application pour la gestion de cave. Skyscanner, c'est une application qui permet de modéliser le ciel nocturne et de retrouver les constellations et toutes les données sur les planètes, les étoiles, etc. Runtastic, c'est bien connu. Pocket, petite application très pratique que moi j'utilise de manière intensive pour le classement des liens. Chaque fois que quelque chose est intéressant, pop, on le met dedans, c'est pas mal. Memrise, c'est un système de e-learning. LiveSum, c'est un bloc de vie. Commute, c'est un truc de... Voilà, c'est un truc de commute. C'est une application de bike sharing, je crois, un truc du style. Kitchen Story, c'est pour la cuisine, ce sont des recherches, des recettes. Hotel Tonight, ça m'a fait marrer parce que j'ai pensé à nos anciens commerciaux qui voulaient lancer un truc dans le même domaine, c'est pour faire de la réservation de chambres d'hôtel en last minute. Evernote, malgré tout ce qui se sont pris dans les dents ces derniers temps, voilà. Rassure-moi, ils en ont pas 200 quand même. Oui, non, ils en ont une vingtaine. Et puis après, les autres, je ne les connais plus. D'accord, voilà. Ok. Bon, et ces applications-là font partie ont le label, entre guillemets, d'excellence. Android Excellence. Voilà. Et alors, ces applications ne sont pas normalement dans le top 10 du store, mais voilà, elles ont été regroupées comme étant les applications qui sont les plus
celles qui répondent le mieux aux critères que Google a définis comme étant des applications excellentes. Critères qu'on ne connaît pas encore. Oui, c'est ça. D'abord, on ne connaît pas les critères, mais on imagine que c'est pour inciter les développeurs à créer des applications qui soient le plus aux normes, entre guillemets, de ce que, en tout cas, eux attendent. C'est le cas aussi chez Apple, soyons clairs. Mais donc voilà, c'est ça l'idée aussi, c'est d'avoir... C'est ça l'idée, absolument. Et bon, il faut savoir que du côté Apple comme du côté Google, le nombre d'applications commence à friser les 2-3 millions, avec parfois des trucs impossible de trouver ces jeunes là-dedans parce que ça devient un foutoir monumental. Déjà, il faut éliminer tous les coussins péteurs. Déjà, tous les fidget spinners digitaux. Voilà, par exemple, les vieilles applications vous êtes là, vous vous rappelez ? Non. de la Coupe du Monde, ça on peut supprimer aussi. Enfin voilà. J'ai une question fondamentale, moi, parce que j'entendais quand même la première application que Marc citait, c'était Vivino, la gestion de cave. C'est une application belge, ça ? C'est une application belge, me semble-t-il. Ça fait marrer Sébastien. Ça fait marrer Sébastien, mais c'est pas grave, il y en a un ou deux qui comprendra peut-être un peu plus tard dans le podcast. Bon. Mettez un petit pouce et un petit commentaire s'il y en a un qui a répondu. S'il vous plaît, mettez des pouces bleus pour Seb, ça va l'aider. Pourquoi pas. Moi, j'ai pas suivi. Sur le coup, là, mais je commence à fondre en même temps. Je te l'expliquerai après. D'accord. C'est sympa pour les autres. Ce sera dans le prochain numéro. D'accord. J'ai comme Google, toujours. Sébastien, tiens, oui, c'est la période des mercatos. C'est le cas dans les médias. C'est le cas dans le sport, en foot en particulier. C'est le cas aussi dans la high-tech, entre Google et Apple, par exemple. Ouais, c'est rare pourtant, parce que chez eux, il y a plutôt un accord tacite de tu viens pas m'emmerder à prendre mes ingénieurs et je touche pas à tes ingénieurs. Et je pense qu'ils ont des contrats d'exclusivité un peu particuliers qui les interdisent. Ça a été cassé, tout ça. Ils ont traîné, les employés les ont traînés en justice. Pour expliquer en 2 mots, parce que pour terminer ma phrase par la même occasion, l'idée c'était de faire courir la non-concurrence jusqu'à après le départ de l'employé de l'entreprise. Un an, 2 ans après, il ne pouvait toujours pas travailler pour un concurrent. C'est un petit peu difficile de vivre dans ces conditions-là. Oui, surtout que dans les plus gros, dans Silicon Valley, il y en a, mais la plupart sont quand même dans les 3-4, Microsoft, Google, Apple, etc. Et donc ici, c'est Google qui a été pioché un gars extrêmement intelligent chez Apple. C'était Manu Culati. Je ne sais pas si c'est un Italien d'origine, mais en tout cas... Ou un pseudonyme. Ou un pseudonyme. En tout cas, ça fait un bail qui bosse chez Apple. Ça fait depuis 2009. Et le monsieur était spécialisé dans tout ce qui était processeur, donc les SoC, un système on a chip. Et donc, effectivement, c'est un point que Google essaye discrètement de mettre en place sur ses prochains téléphones. Donc, on pense que, tu vois, une rumeur, on est déjà quasi sûr que Google, l'année prochaine ou les suivantes, va produire directement ces chips, comme le fait Apple. Et donc, ils ont réussi à aller choper le gars qui faisait probablement dans les meilleurs processeurs au monde, parce que Apple a fait des trucs qui étaient quand même assez extraordinaires au niveau performance sur ses téléphones et sur ses iPads. Et donc, ils ont pioché le gars. Le gars a quand même déjà 27 ans de carrière dans le processeur. C'est un ancien de chez AMD aussi. Ah oui, quand même. Donc, tu vois, Apple avait été le chercher au bon endroit. Et il a déposé chez Apple plus de 15 brevets relié au processeur. Donc le gars, c'est pas le plus mauvais de la Silicon Valley. Je pense que l'enjeu quand même de taille pour une boîte comme Google, qui a des fermes de serveurs de par le monde, des salles blanches à non plus finir, et où chaque ressource économisée, chaque kilowatt, chaque milliwatt, je serais même temps de dire, c'est important à l'échelle de ce qu'il propose. On voit directement que le garçon a quand même un peu de poids sur les épaules, si je puis dire. Oui. Mais de la même manière que même Facebook, alors qu'on ne croirait pas, développe aussi son propre matériel. Oui. Mais lui, il ne le vend pas, c'est ses serveurs, c'est son matériel réseau. Ils ont développé toute une série de devices uniquement à leur usage. Oui. Est-ce que Google n'a d'ailleurs pas, sans parler du processeur, mais en tout cas des machines avec une architecture qui leur est propre, avec des concepts qui leur sont propres? Il me semble avoir lu ça quelque part, où ils fabriquaient leur propre machine quelque part d'une certaine manière. Je ne sais pas si on a la réponse là tout de suite. Pas la réponse au niveau serveur, j'ai l'impression que oui, mais au niveau utilisateur, enfin, tu vois, au niveau device vendu grand public, là, je dirais plutôt non.
Non, je pensais vraiment serveur. Au niveau serveur infra, j'ai l'impression, normalement, oui. Il me semble, hein, je vois que Marc opine de la tête. Ils ont une architecture spécifique pour tout ce qui est notamment le deep learning, où ils travaillent avec NVIDIA, entre autres, qui leur fournissent une architecture, des cartes de calcul brut d'une puissance assez redoutable, notamment les fameuses cartes à corps Pascal, c'est ça, qui sont utilisés pour ça. Donc oui, depuis longtemps, Google a pour habitude d'investir dans son propre matos. Ouais. Et puis l'autre enjeu est évidemment aussi, en plus de l'aspect économique, gestion d'énergie, etc., c'est aussi l'encombrement qui peut avoir son importance. Tout le monde en tout cas les plus geeks d'entre vous ont en tête sans doute ces containers que Google amène quand ils ont une ferme de serveurs, c'est par containers entiers qui sont directement connectés, interconnectés, etc. Enfin, c'est assez impressionnant et assez passionnant par la même occasion aussi. Là aussi, vous allez sur YouTube, vous verrez des gens qui font ça à la maison, qui se font des fermes de serveurs dans la gare d'Europe, par exemple. Des choses comme ça. Des vrais passionnés, quoi. Dans ta garde-robe. Je ne sais pas ce que tu vois comme chaîne sur YouTube. Pour l'instant, j'en vois plein. Je vais partager ça avec vous il y a quelque temps. Soit. Passons à la suite. On est à la lettre M comme matériel, justement. On va parler de toute autre chose avec Marc. L'armée US développe de nouveaux types de processeurs. Encore. Justement, donc on reste plus ou moins dans le sujet. Ouais. On shift un petit peu, simplement dans le sens où quasi la totalité des processeurs qui existent aujourd'hui reposent sur des principes qui ont été définis en 1945 par un mathématicien qui s'appelle John von Neumann et qui a défini les modèles de base sur lesquels on a construit donc et modélisé quasi toutes les générations de processeurs modernes, à savoir un système qui permet de charger dans des tampons des données qui sont prélevées dans une mémoire centrale, d'appliquer des données, des séries de calculs sur ces tampons, d'en extraire des résultats et de remettre les résultats en mémoire. Voilà, ça, grosso modo, c'est le cycle du CPU standard. Ce qu'on rencontre maintenant de plus en plus, c'est la prise de conscience que ce genre de méthodologie n'est pas très efficace à partir du moment où on tape dans le big data. Donc le big data est le mot à la mode aujourd'hui. Oui. On a de plus en plus de données à traiter. Cela représente parfois des quantités de données que l'esprit humain n'a même pas la capacité d'appréhender. Et donc, à moins d'aligner un nombre de processeurs traditionnels de plus en plus importants ou de travailler avec des processeurs divisés en sous-unités qui travaillent en parallèle les uns après les autres, toutes ces sous-unités restent finalement tributaires de ce modèle fondamental qui est celui que von Neumann avait défini. C'est pour ça que le Centre de recherche de développement de l'armée américaine, le fameux DARPA, qui est notamment entre autres à l'origine de Internet, vient de financer pour 80 ou 100 millions de dollars tout un écosystème qui vise à la création d'un nouveau type de processeur qui va en fait pouvoir adresser simultanément, sans devoir passer par des tampons intermédiaires, des quantités de données beaucoup plus importantes et surtout au plus bas niveau de commencer à établir des corrélations entre ces différentes données, sans ralentissement, sans perte d'efficacité. Au contraire, c'est du traitement massivement parallèle, mais énormément optimisé au niveau matériel par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Et de même manière qu'on le fait actuellement avec la génération actuelle des processeurs, pouvoir les mettre en parallèle pour travailler à plusieurs processeurs simultanément, cette capacité sera effectivement mise en place aussi sur cette nouvelle génération. Alors, l'un des avantages quand on s'adresse justement, quand on touche au big data, c'est de pouvoir rapidement identifier dans la masse de données, comme je l'ai qualifié, qui est gigantesque, quelles sont les données qui sont relevantes. Parce que ce sont des données qui sont fragmentées, qui sont éparses dans tous les sens. À partir du moment où on sait déterminer celles qui sont relevantes, à partir du moment où on sait déterminer celles qui sont pertinentes, qui ont une valeur pour la solution d'un problème donné, on peut les relier entre elles, on peut établir des modèles, on peut établir des schémas. Et cette fameuse architecture qui s'appelle en fait HIVE, H-I-V-E, qui veut dire Hierarchical Identify, Verify, Exploit. Je ne sais pas d'où ils ont été chercher parce que grosso modo, ça ne veut rien dire du tout.
cette architecture permettra d'arriver à ce but beaucoup plus facilement en consommant moins d'énergie, avec moins d'investissement à la base et surtout en réduisant le nombre de machines nécessaires pour arriver au même but par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Alors, donc derrière ça, il y a évidemment tout un consortium qui s'est mis en place. On retrouve Qualcomm, on retrouve Intel et on retrouve Northrop Grumman, qui est un des principaux fournisseurs de l'armée américaine. Et les premiers prototypes prévus pour arriver dans les machines utilisées par l'armée à ce niveau-là devraient arriver d'ici 3 ou 4 ans. Donc c'est quasi demain. Et les premières applications concrètes, l'armée parle d'utiliser ça pour mieux détecter et cibler les cyberattaques, ainsi que les épidémies. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a un industriel adossé à ce genre de recherche, ou est-ce qu'ils ont leur propre centre de recherche et développement ? Ben justement, ils travaillent avec des industriels du style Intel, Qualcomm. Donc, ils apportent déjà énormément de connaissances, de know-how et d'expérience dans ce genre de choses. D'accord, ok. Et puis, on peut imaginer, je t'interromps encore, on peut imaginer qu'une fois le système modélisé, une fois que le but aura été atteint, des éléments de cette technologie militaire finiront par percoler dans la technologie civile. Voilà, d'abord professionnel et peut-être plus tard pour le particulier, qui sait. Exact. Comme c'est souvent le cheminement. Hein. On reste à la lettre M comme matériel et je vais repasser la parole à Seb avec un truc. Je tiens à le préciser avant toute chose, c'est qu'on a un hors-série qui est déjà enregistré et qui vous sera proposé non pas la semaine prochaine mais la semaine d'après, qui va concerner un sujet qui est un des grands enjeux, on va dire, technologiques du moment, c'est la blockchain. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que ce dont on va parler ici est intimement lié, hein, Seb, à la blockchain et au bitcoin et aux monnaies de ce type-là, etc. Tu vas nous expliquer pourquoi ? Parce que l'important aussi dans l'information que tu nous donnes, c'est que ces informations-là créent aussi des pénuries de matériel. C'est ce que tu vas nous expliquer, enfin j'espère. Ah ben dis donc, je pense que c'est la plus longue intro que tu ne nous aies jamais faite. Oui, mais parce que le sujet est compliqué. Oui, le sujet est ardu. En fait, non, je trouve pas. Oui et non, enfin, ça dépend comment on le prend. Oui, ici on parle donc d'une crypto-monnaie qui n'est pas le Bitcoin, qui est la deuxième, qui est la plus connue pour le moment, c'est l'Ethereum. Et donc elle a eu... un moment de gloire parce que donc les gens sont dégagés du Bitcoin qui devenait trop difficile à miner, en tout cas pour espérer gagner quoi que ce soit. Et en un coup, du coup, cette crypto-monnaie est passée de 40 € à 340 €. Ouais. Donc on parle de ça en un peu plus d'un mois. Hein. Donc vous voyez l'inflation de ce truc. C'est 7 fois. Donc c'est super important. Et donc du coup, tous ceux qui étaient dans le mining avec toutes leurs grosses machines, ils se sont dit, on va suivre. Et en même temps, on voyait arriver chez AMD une méga révolution avec ses processeurs, mais surtout aussi ses cartes graphiques. Ouais. Je trouve que cette année est assez géniale au niveau processeur. C'est, je pense, la plus excitante des 5 dernières années parce que AMD avait complètement abandonné le secteur. Et ici, ils ont créé plein de surprises, y compris avec donc cette Radeon RX 580 et 570 face à Nvidia, qui lui aussi était tout seul sur son secteur à son aise, hein, donc sans trop devoir innover. Et donc, ils sont arrivés à un truc qui dépote monstrueusement pour un prix ridicule et une consommation d'énergie très basse aussi. Donc, ce qui fait pour ce matériel un candidat exceptionnel pour faire du mining. Et ça, tous les crypto miners l'ont pigé. Ils en ont commandé à l'appel. Donc les gars, ils en commandaient pas une, mais 10, 100, 200 à la fois pour mettre dans leur ferme. Et donc, il y en a plus. Hein, le marché là, il est totalement vide. AMD a probablement fait la meilleure action de l'année avec ses GPU. Et c'est chez moi. Donc, si vous voulez dire bonjour à Georgette, je vous la passe. J'entendais une sonnerie, et très honnêtement. C'est Georgette qui téléphone. Je cherchais, mais est-ce que c'est chez moi ? Je regarde mes appareils autour, je vois Marc dans mon écran de contrôle qui cherche lui aussi, puis Sébastien, c'est moi. C'est Georgette. C'est Georgette. Ce téléphone ne sonne jamais, hein, c'est un téléphone fixe, plus personne n'a ces numéros. Ah, en plus. Tu vois, il y a Georgette, tu vois, c'est les vieilles personnes, il n'y a qu'eux qui restent dessus.
Et Georgette. Bonjour Georgette. Merci Georgette. Voilà. Vas-y. C'est tout sinon. C'est tout. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de cartes. Alors, comme je le disais, si vous voulez plus de précisions sur comment ça se fait, comment on fait tout ça, c'est quoi Ethereum, c'est quoi la blockchain, etc. C'est une question que vous nous aviez posée. On l'a récupérée cette question et on y répond donc avec un spécialiste d'ailleurs. Vous verrez ça sur la chaîne YouTube et dans le podcast dans 2 semaines et on en reparlera bien entendu. C'est un sujet tout à fait passionnant et je sais que ces 2 zygomars-ci sont très passionnés également par... Marc est en train de tomber. Oui, il tombe de sommeil ou de chaleur, je ne sais pas. J'ai chaud. On va accélérer. R comme roaming, c'est la suite de notre abécédaire, Marc. La fin du roaming en Europe, avec quelques exceptions, tout de même. Ouais, donc on le rappelle, aujourd'hui, arrête le roaming, on arrête de payer des montants indécents pour les occasions où on voulait utiliser Internet ou téléphoner de l'étranger quand on partait en vacances. Voilà, c'est terminé, définitivement. Sauf que non, pas tout à fait. Il y a quand même encore quelques petites exceptions et on va les rappeler rapidement. Donc premièrement, même si ça s'applique à l'Europe, tous les pays ne sont pas concernés. Il y a encore toute une série de pays qui qui sont encore un peu sous le doute. Alors il y a Andorre. Je ne sais pas si vous allez souvent à Andorre. La Suisse n'ayant jamais été en Europe, c'est pas trop une surprise, mais donc oui, la Suisse, ça bouge pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus d'opérateurs en France et en Belgique suppriment quand même les frais d'itinérance sur ces 2 pays-là. Parce qu'ils considèrent que ce sont des pays qui sont quasi, économiquement en tout cas, faisant partie de l'Europe. Par contre, dans des pays un peu plus exotiques, je m'excuse d'avance s'il y a des auditeurs qui nous écoutent de là-bas, en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, en Macédoine, au Monténégro ou en Serbie, voilà, là ça restera ce que c'est aujourd'hui. Les Balkans. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour l'instant, malgré tout le ramdam qu'on fait autour, le Royaume-Uni reste partie de l'Europe, en tout cas jusqu'à ce que le Brexit soit officiel et consommé. Donc, vous ne payez pas de supplément si vous utilisez de la voix ou du data pour l'instant au Royaume-Uni. D'accord. Ça, c'est la première chose. Ouais. Alors, la deuxième chose, c'est que la limitation, l'abandon des charges supplémentaires ne concerne, en tout cas en Belgique, je ne me suis pas pensé sur ce qui se passe dans les autres pays, ne concerne que les opérateurs qui ont un réseau physique. Donc autrement dit, tous ceux qui utilisent des opérateurs dits alternatifs, ce qu'on appelle dans le jargon des MVNO, c'est-à-dire des opérateurs virtuels qui louent en fait la ligne physique des opérateurs qui eux possèdent un vrai réseau, voilà, ceux-là ont obtenu des dérogations généralement pour pouvoir continuer à faire du roaming, probablement à des tarifs moindres, mais parce qu'ils doivent rentabiliser de manière différente. Ouais. Et si on leur coupe complètement tous les frais de roaming, grosso modo, les 3/4 sont à genoux financièrement. Alors, donc après, c'est au client à faire ses choix. Après, c'est au client à faire ses choix, exactement. Alors, troisième chose, il y a des plafonds qui ont quand même été prévus. Pas question de larguer complètement toutes les amarres. Sinon, on sait que c'est la porte ouverte à tous les abus. Donc, il restera quand même un certain volume en données qu'il ne faudra pas dépasser. Il y a des périodes durant lesquelles vous ne pouvez pas utiliser plus longtemps qu'un certain temps le système du roaming à l'étranger, sinon on considère que ce n'est pas du roaming, c'est une manière détournée de vous installer à l'étranger mais de bénéficier d'une connexion à bas coût. C'était un des enjeux, de se dire, tiens, finalement, j'irai prendre un abonnement là où c'est le moins cher, dans n'importe quel pays européen où c'est le moins cher, et c'est pour éviter ce genre de problème, justement. Exactement, même si ça reste un des chevaux de bataille de l'Europe, de pouvoir arriver à supprimer complètement tous les frais de roaming, quels qu'ils soient, et d'ouvrir totalement au niveau européen la libre concurrence. Et alors, le dernier petit point, c'est que même si on a l'impression que au niveau de la voix, en tout cas, c'est open bar et on peut y aller joyeusement, il ne faut pas oublier que la suppression des frais d'itinérance n'est valable que pour les appels passés depuis un pays européen différent que celui où l'abonné a souscrit son forfait. Donc, par contre, les communications qui sont effectuées depuis le pays d'origine vers un autre pays, elles restent surtaxées. Vous allez en Espagne, vous téléphonez en Belgique,
payez rien en plus. Vous êtes en Belgique, vous téléphonez en Espagne, catching. Voilà, c'est ce qui est assez logique. Ce qui est assez logique, ça reste normal. Ça reste assez Donc normal. voilà. Ok, c'était bien. Mais... Au niveau des datas, tu l'as dit, ou là les datas ne font pas partie de ces clauses-là. On paye encore bonbon. Alors, les datas, ça dépend, parce que si maintenant, par exemple, je reprends l'exemple espagnol, auparavant, j'allais en vacances en Espagne ou n'importe où d'autre, je devais prendre un forfait spécial qui me permettait d'avoir un quota spécifique pour mon déplacement à l'étranger. Ici, tu vas aller en Espagne en vacances, le temps de tes vacances, qui est considéré comme raisonnable, c'est-à-dire 1 mois, 2 mois maximum, pas 6 mois, tout le data que tu vas utiliser va être comptabilisé sur ton quota traditionnel, comme si tu étais en Belgique, et sans supplément de prix. D'accord, ok. C'était bien de le préciser parce que je sentais qu'il y avait des craintes quand je regardais les commentaires sur la fin du roaming où les gens disaient oui, c'est vrai pour les communications, mais le data, on va continuer à payer très très cher. Et c'est vrai que quand on est en Suisse et qu'on utilise du data sur une carte belge, effectivement, ça peut coûter très très cher pour finalement peu de choses, quoi. On a donné toutes les précisions concernant le roaming. Merci Marc. On passe à la lettre S comme SMS. On reste dans la téléphonie mobile avec Marc toujours pour parler de RCS qui va remplacer donc le SMS. Mais de quoi s'agit-il ? On va se calmer tout de suite parce que de nouveau c'est comme le sujet avec le JPEG, il n'y a encore rien qui est fait. C'est de nouveau, voilà, c'est un parallèle avec le JPEG AIF. C'est Google cette fois-ci, c'est plus Apple, c'est Google qui voudrait remplacer progressivement, cette fois-ci c'est pas brutal, le SMS par un nouveau format qui s'appelle le RCS, RCS voulant dire Rich Communication Services. D'accord. Alors le SMS, pour rappel, c'est pas tout récent non plus, ça date de 92. Le premier SMS commercial a été envoyé en 1992. Et c'est un format qui avait été mis au point par la GSM Association. La même association qui a mis au point le RCS, qui vise en fait à reprendre à toutes les messageries instantanées ce que le SMS a perdu. Autrement dit, le fait de pouvoir, outre le texte pur, transmettre des images, des vidéos, des liens, des GIFs, des petites séquences animées, des emojis, des QR codes, donc tout ce que le MMS pouvait en partie déjà envoyer, mais qui était surtout l'apanage des messageries, donc tout ce que Messenger, Skype, etc. permettent d'envoyer, serait rapatrié dans un nouveau format qui est le RCS, qui permettrait également de rajouter d'autres fonctionnalités qui ne sont pas toujours forcément appliquées par les messageries, qui seraient les accusés de réception, le date tagging, donc savoir quand un message a été expédié, quand il a été reçu, quand il a été ouvert, quand il a été lu, et de voir aussi, et ça c'est le cas aujourd'hui dans Skype, dans Messenger et dans les autres, quand quelqu'un tape une petite réponse. D'accord. Donc on pourrait voir si la personne est en train de taper la réponse. Exactement. C'est pas mal. Et donc, à terme, le but serait de concurrencer toutes les messageries qui existent sur le marché, mais de rapatrier ça dans un standard au même titre que le SMS. Bon, nul doute que c'est quelque chose qui va prendre un certain temps, mais étant donné que celui qui est derrière l'initiative, c'est Google, et que ça risque d'être implémenté dans les prochaines releases de Android, ça a quand même des chances de s'imposer relativement rapidement. Je vois Seb lever le doigt. Oui, je veux juste rigoler sur le RCS parce que Google veut supplanter le SMS par le RCS et donc ça fait partie de tous les titres aujourd'hui, et fait depuis quelques jours dans la presse. Mi-février 2017, j'en lis comment Google va tuer le SMS. Et donc repris dans toute la presse avec dizaines de messages. 22 février 2016, Google souhaite remplacer les SMS par les RCS et repris par toute la presse dans dizaines de messages. Je pense que c'est pas encore pour demain. C'est un peu le c'est un sujet qui revient, mais qui tout le monde ne sait toujours pas là, tu vois. Le serpent de mer, vous voyez, le truc qui refait apparaître, qui remonte à la surface de temps en temps et qui revient. C'est pas vraiment un marronnier, mais disons que c'est quelque chose qui va prendre un temps certain, ça c'est sûr. Parce qu'un truc pareil, ça se
ça se dépote pas en deux ou 3 jours. Maintenant, bon, il faudra voir aussi l'application et l'enthousiasme que tous les constructeurs et tous les opérateurs mettront à vouloir suivre le truc, parce que pour les opérateurs, ça implique aussi pas mal de changements au niveau infrastructure. Oui, parce que du coup, oui, il y a déjà quand on voit que certains volumes de SMS peuvent mettre à mal des infrastructures, on l'a vu dans certains cas de catastrophes et des choses comme ça où les serveurs suivaient pas ou les antennes ne suivaient plus. Enfin bref, il y a plein de soucis comme ça qui peuvent survenir. Quand on voit que ça revient comme ça de manière si régulière, et je vois que Seb lève son doigt, il a retrouvé une information de 2003 peut-être. 2007. De 2007, j'étais pas loin. Donc voilà, ça fait quand même 10 ans. Ça fait 10 ans qu'ils essayent. Ça fait 10 ans qu'on en parle. Mais avant de détrôner le SMS, rappelons qu'aujourd'hui, le SMS en 2016, au dernier chiffre, c'était dans le monde entre 200 et 500 000 SMS par seconde. Mais oui, c'est ça. Et le pire... Donc avant de détrôner ça... Pour rigoler, le pire... c'est qu'il est déjà implémenté par la plupart des opérateurs. Donc le truc existe, le truc est là. Personne ne s'en rend. J'imagine chez Google, ils disent on va le faire. Hein. Allez-y, on vous attend. Ouais, mais on va le faire. Hein. C'est un peu comme ça que ça se passe chez Google. À suivre, comme on dit, mais c'est vrai qu'il y a tellement d'autres possibilités aujourd'hui de communiquer, que ce soit Messenger et autres applications dont tu as parlé, que finalement, ça devient presque anecdotique, quoi. Quasiment. On passe à la lettre U. U comme Uber. Seb, pour parler du CEO d'Uber qui finalement fait un petit pas de côté, manifestement. Oui, il fait un petit pas de côté et puis il reviendra probablement, mais il le fait en même temps qu'un autre membre du board, David Uffington, je pense, non, David Bonderman. Pardon, parce que le Uffington est resté gentil, mais le Bonderman a fait une petite remarque qui est passée un petit peu mal, parce que pour le moment Uber a quelques problèmes de sexisme, et donc ils ont défini toute une série de règles à respecter pour remettre un petit peu l'ambiance au beau fixe et respecter tout le monde, et les femmes mais aussi les concurrents, parce que voilà, les règles n'ont pas toujours été très, très sympas ces derniers mois, même si je trouvais ça parfois assez cocasse. Et donc il y a une femme dans le board aujourd'hui, et dans le dernier board, quand il parlait d'ajouter une deuxième femme, il y a eu une remarque assez sympathique en disant là ça va, grâce à ça nous allons avoir beaucoup plus de discussions, et donc ça a été assez mal accepté, assez mal accueilli par la femme qui était comment elle s'appelle, elle, c'était Ariana Uffington. C'est le bordel. Oui, c'est ça, c'est Bonderman, David Bonderman, qui a dit cette connerie. Et Uffington, c'est elle, la pauvre petite dame qui s'est fait incendier par ce gars. On revient chaque fois avec la même chose par rapport à Uber. Il y a quand même une drôle d'ambiance dans cette entreprise. Hein. On l'avait vu avec les dramatiques incidents, les attentats à Londres, où les tarifs avaient tout d'un coup augmenté. Enfin, des choses qui se répètent comme ça. Et puis, non, c'est une entreprise... Il y a un truc qui pue. Il y a un truc pas très sain dès le départ. On verra si ça va changer quelque chose avec. C'est pas le CEO hein, ici. C'est donc le mec dont je parlais dans le board. Il a démissionné, et en même temps, donc le boss dont je vais retrouver le nom aussi, mais vous voyez bien que dans cette chronique j'ai beaucoup de mal avec les noms. C'est la merde. Et le CEO de Uber, c'est Travis Kalanick. Mais putain, ils ont des noms aussi, franchement, il faut se les faire. Quoi. Mais c'est ça, en fait, le problème de Uber. Tu vois, je pense que c'est ça le problème, c'est les noms. Quoi. Ça part mal dès le départ. Et ici, il fait un pas de côté pour deux raisons. Hein. La première, c'est que il vient d'enterrer sa mère, donc c'est une chose qui arrive, et malheureusement, donc c'est pas drôle. Il veut prendre un petit peu de temps pour y réfléchir. Et le deuxième, c'est effectivement, il veut reprendre, refaire un peu le point sur qu'est-ce qui s'est passé avec Uber et pourquoi cette boîte a une ambiance et une histoire aussi pourrie. Donc il veut réfléchir avant de revenir éventuellement, hein, parce qu'il n'est pas forcément, il ne reviendra pas forcément en Rennes. Donc il y a encore beaucoup de rififi chez Uber. Du rififi, il y en a aussi chez Yahoo, hein, qui est en train d'être, la vente est quasiment conclue là maintenant. On est à la lettre Y, donc comme Yahoo. Marisa Meyer, la bien connue Marisa, va donc... Marisa, 2 S. Avec 2 S. Marisa va donc saisir son parachute doré, me semble-t-il, Marc.
Mais tout ça est plié, effectivement. Yahoo ne s'appelle plus Yahoo, d'ailleurs. On aurait dû le mettre la lettre O comme Oath, vu que c'est maintenant le nom du consortium qui a... Voilà, mais en petite note de nostalgie, c'est une des dernières fois qu'on va pouvoir prononcer le nom Yahoo. Et Yahoo, c'est le cri que Marissa Mayer, effectivement, a dû pousser quand elle a vu le parachute doré auquel elle aurait droit, enfin, auquel elle a droit, considérant le... je sais pas, il y a pas de... Enfin, je trouve pas de mots élégants et gentils pour qualifier le boulot qu'elle a fait dans cette boîte. Parce que finalement, elle a laissé Yahoo dans un état... catastrophique, et ça va quand même lui rapporter la bagatelle de 186 millions de dollars. Bah, il faut lui laisser ça, elle s'est bien négociée, quoi. Elle s'est bien négociée, c'est un fait. Donc pour ceux qui se demandent ce qu'on peut faire avec 186 millions de dollars, on peut acheter 2 Airbus. C'est pas mal. On peut, qu'est-ce qu'on peut faire encore ? On peut prévoir 800 voyages dans l'espace avec Virgin Galactic. Par exemple. Pas mal non plus, voilà, ça donne une idée. Et tu penses qu'avec ça, elle peut s'acheter aussi des parts de beurre pour rentrer dans le board ? Peut-être, à mon avis, c'est quelque chose qu'elle pourrait faire. Enfin, donc toujours est-il que en combinant le parachute doré, les indemnités de départ, ce qu'elle a réussi à palper, entre guillemets, le temps qu'elle bossait chez Yahoo, elle a quand même réussi à s'allonger sur un matelas de 210 millions de dollars. Et elle a palpé qui elle veut, elle était la boss. Oui, c'est ça. C'est ça l'idée. Mais bon, ben voilà. Que rajouter derrière ça bon vent, Marissa. Enfin. Tout ça pour ça. Arrêtez. Non, mais que va-t-elle faire maintenant, Marie ? Enfin, vous me direz, avec autant d'argent, on n'a plus besoin de travailler, mais... Il y a une chose qu'elle va faire, et c'est assez symptomatique. Elle a déclaré, je ne sais plus à quel journal, qu'elle était impatiente de nouveau utiliser Gmail. Ah, c'est vrai qu'elle avait, en quittant Google, elle avait dû fermer son compte, à mon avis, pour utiliser des comptes Yahoo. Ce qui ne devait pas être évident, parce que finalement, tout le monde pouvait lire ses mails, si j'ai bien compris l'histoire de Yahoo. Exact. Bon, ok, on ferme la porte, la page oh là là, il fait de plus en plus chaud. C'était la lettre Y, vous l'avez compris. Allez. On en termine avec cet épisode 28 et la fameuse lettre W comme what the fuck. Chacun a son petit what the fuck. Sébastien a le sien, Marc a le sien. On commence avec Sébastien qui va nous parler de la Russie qui aurait donc bien piraté finalement les élections. Mais quelles élections, Seb ? Les élections, pour le moment, on est toujours aux américaines. D'accord. Pour le moment, c'est celles-là qui sont surtout dans les médias. Okay. Donc, ça commence un petit peu à sortir dans la presse les détails un an après. Et donc, on arrive à quelques révélations sur ce que Obama n'a pas. Voilà, il a préféré ne pas faire un grand scandale dans la presse en disant la Russie est en train d'essayer avec tous les moyens militaires de pirater nos élections. Donc il a ouvert quelques enquêtes, mais il n'a pas alerté le public pour ne pas créer la panique sur le système et détruire la confiance du système des élections vis-à-vis des Américains. Donc voilà, là c'est probablement un point que l'histoire donnera ou non raison à Obama. Mais donc la Russie, on commence à avoir pas mal de preuves sur le fait qu'elle a essayé d'accéder à toute la liste des électeurs, qu'elle n'a pas réussi, et donc ils ont fait d'autres actes pour essayer dans certains États d'influencer les votes, et donc d'aller les modifier de manière directement électronique, plutôt que se casser la tête à avant-coup, et à tel point que les attaques étaient tellement violentes que pendant les élections, notre cher Barack a dû prendre son téléphone rouge pour appeler Vladimir et dit Vladimir, faut calmer tes sbires pour arrêter l'attaque. Donc pour la première fois depuis l'affaire, Vladimir Poutine a admis que voilà, c'était une possibilité, mais que ce n'était pas une volonté gouvernementale, mais c'est une possibilité que l'armée russe ait piraté les élections américaines, mais c'était surtout pas lui. Donc avant c'était impossible, niet camarade. Voilà, on commence tout doucement à aller langue ce délit. Et on touche un peu à la fierté aussi du bonhomme qui ne peut pas dire non, on n'est pas capable de le faire, mais en même temps il peut pas dire oui, on l'a fait.
bouger. Donc voilà, ça reste problématique. Moi, je reste convaincu qu'au-delà du piratage informatique purement technique, je pense qu'il y a aussi le piratage des opinions publiques, des cerveaux, par le biais des réseaux sociaux, des fake news et des choses du genre, qui sont, à mon sens, beaucoup plus puissantes et beaucoup plus, quelque part, faciles à mettre en œuvre que du piratage pur et dur d'un scrutin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, l'un ou l'autre. Oui, mais c'est plus facile à retrouver, à tracer, parce que tu vas trouver. Enfin, allez, tu peux encore essayer d'avoir une source assez anonyme, mais tu vas retracer les trucs, et puis les grands journaux vont pas forcément ressortir des actualités qui n'ont pas été vérifiées, quoique. Quand on voit Russian Today. Ouais. Donc c'est vrai que c'est une possibilité, c'est quelque chose qu'ils font relativement facilement, mais je trouve que d'attaquer directement le système pour aller modifier les votes est probablement la manière la plus élégante de le faire que de détruire l'opinion publique. Parce que, élégante, ça ne va pas se faire, on est d'accord. Mais c'est un point de vue d'informaticien aussi. c'est plus élégant parce que voilà, on n'a pas touché non plus à la réputation de qui que ce soit, on n'a pas machin, on a juste, il a perdu, alors qu'en fait, peut-être pas. Donc, voilà, encore une affaire à suivre. C'est scandaleux en même temps, soyons très clairs. C'est la guerre de ces nouveaux mondes. Oui. On y est. On est dedans. On est toujours à la lettre W aussi d'ailleurs. Vous l'avez remarqué, oui. J'avais dit que Seb nous en proposerait un. Marc également, avec, j'ai envie de titrer cette information, les bistouquettes dans l'espace. La colonisation de l'espace passera donc par le sexe, Marc. Oui, ça a l'air en fait d'un what the fuck comme ça, mais c'est tout à fait sérieux. Au passage, c'est vrai que le what the fuck normalement clôture traditionnellement le numéro. C'est pour ça qu'on s'est permis de bouleverser un peu l'abécédaire et de mettre le Y avant. Oui. C'est bien de le rappeler. Bon, ça arrive régulièrement, mais... Oui, mais ici, c'est un but. Le what the fuck clôture le numéro, ça permet, de... Bon. Ça n'arrivera plus, on parlera plus de Yahoo, de toute façon. Non, exactement, c'est la dernière fois, c'était le chant du cygne. Donc, effectivement, la bistouquette dans l'espace. Comme je le disais, c'est un sujet tout à fait sérieux, tout simplement parce que, il faut savoir que de plus en plus de gens s'intéressent à la colonisation de l'espace et à la migration de l'homme dans un autre milieu que celui de son milieu d'origine, vu que pour diverses raisons, des spécialistes et des experts voient l'humanité condamnée dans les 100 à 200 prochaines années si on ne fait pas quelque chose de radical. Chacun pense ce qu'il veut. Mais toujours est-il que pour pouvoir émigrer, on va devoir changer de planète. Or, changer de planète, c'est quelque chose qui peut se faire de manière relativement proche. Il y a énormément de projets théoriques pour l'instant qui visent à terraformer des planètes comme Mars, qui sont plus proches, toute proportion gardée, de la Terre. Mais d'autres projets sont beaucoup plus audacieux et vise à envoyer carrément ce qu'on appelle des vaisseaux générationnels, c'est-à-dire des vaisseaux où les équipages se reproduisent au cours du voyage. Ceux qui partent ne seront pas ceux qui vont arriver. Il s'écoulera peut-être 20 à 30 générations entre le départ et l'arrivée, carrément vers les autres galaxies. Et l'une des problématiques qui n'a jamais été abordée avec sérieux dans ce genre de modélisation, c'est simplement les effets d'un voyage long dans l'espace sur la reproduction humaine. Et effectivement, on ne sait pas dire aujourd'hui, de manière encore une fois extrêmement scientifique, si des personnes qui vont passer 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans dans l'espace ne vont pas voir leur capacité de reproduction affectée par des choses aussi basiques que la microgravité, la perte de la masse, etc. Quel est le niveau de la libido en apesanteur, par exemple ? Déjà, quel est le niveau de la libido en apesanteur ? De mémoire, les rares expériences qui ont été tentées, les rares expériences qui ont été tentées disent que c'est plus acrobatique que réellement sensuel. Oui, parce que il faut s'équiper un minimum, je serais tenté de dire. Donc voilà, on a commencé à faire certaines expériences sur des souris, en essayant de voir si simplement les radiations cosmiques, si la microgravité ne pouvait pas affecter la qualité des spermatozoïdes ou des ovules. Donc ce sont des choses qui sont en route, qui sont en
cours de test. Mais avant de se lancer dans la mise en pratique de tous ces projets à très très longue échelle temporelle, il conviendra de trouver des volontaires pour s'envoyer en l'air au sens propre du terme. Ben oui, c'est un peu ça l'idée. Moi, je me suis souvent posé la question, d'ailleurs, si des expériences, j'imagine que des expériences de cet ordre-là ont déjà été menées, par exemple, sur l'ISS. J'imagine. Enfin, Je ne sais pas. Mais pour l'instant, oui, ça a été mené sur l'ISS, mais au niveau animal. Oui. Pas encore humain. Alors qu'il y a quand même, dans les équipages, il y a quand même des personnes des deux sexes qui ont cohabité dans l'histoire de l'ISS. Ceux, ils ont essayé la chose sous l'aspect récréatif. On peut imaginer qu'il s'est passé des trucs, quoi. De toute façon, tu mets un homme et une femme quelque part, il se passe pas toujours un truc. Quand il y a c'est interdit. Un léger changement d'orbite, c'est le cas de le dire. Ça peut induire... Enfin, voilà. On peut y avoir eu des choses qui sont passées. Mais on ne dira rien, on n'y était pas. C'est interdit, comme disait... Non, mais c'est interdit. La NASA l'interdit. Ils peuvent pas faire des... Ils peuvent pas sortir la Stouquette dans la station spatiale. Oui, mais elle est internationale, donc la NASA n'a qu'une partie du mot à dire. Mais non. Par exemple, le bras... Les Russes n'y vont pas que la vodka, quoi. Oui, mais le bras, il est canadien, le bras. Donc, ils ont rien à dire. Voilà, enfin, bref. L'ISS, on ne sort pas la Stouquette dans l'ISS. Pas de Stouquette sur les comètes. Bon, voilà, c'était une petite information un peu plus légère. Maintenant, oui, comment donc ? Tu as raison, c'est pas de Stouquette dans l'ISS, mais ils peuvent sortir de l'ISS. Bien sûr. Oui. Bah, ils peuvent aller dans un module. Ils peuvent aller dans... C'est plus difficile avec le scaphandre. Avec le scaphandre. Non, il y a des modules gonflables maintenant. Il est temps qu'on s'arrête. C'était le 128e épisode. On vous laisse avec ces réflexions. N'hésitez pas à rebondir si vous le voulez en commentaire, mais soyez calme aussi en même temps. 128e épisode qui s'arrête ici, qui s'achève ici. C'était le dernier épisode de la saison 3 pour Sébastien, que l'on salue au passage et que l'on retrouvera durant l'été, évidemment. Je reviendrai avant le 2 exposant 8. Hein, et que l'on reverra évidemment dans les hors-séries que nous avons déjà enregistrés pour cet été, juillet et août, vous le savez. Quant à Marc, on le retrouvera justement pour le dernier épisode de la saison, le 130, dans 2 semaines. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas, comme votre habitude, à faire des commentaires, à nous poser des questions éventuellement. On essaiera d'y répondre dans les meilleurs délais, qui sont de plus en plus courts, vous l'avez remarqué. Merci à vous, à très bientôt, au revoir.